Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle réaction qui va concerner le Volkswagen Taygo. Alors ce Volkswagen Taygo a été annoncé il y a quelques jours. C'est le premier SUV coupé donc de Volkswagen, puisqu'on le verra tout à l'heure, mais ce Volkswagen Taygo est en théorie un SUV coupé. Et donc il fait partie des petits SUV Volkswagen au même titre que le T-Cross ou le T-Roc par exemple. Donc ce Taygo vient se positionner directement face au Renault Arkana, qui est aussi un SUV coupé d'un constructeur généraliste. Donc comme d'habitude, on va d'abord commencer par parler du design, et ensuite on passera aux caractéristiques techniques, etc. Donc pour ce qui est du design, déjà, ce Taygo est un petit SUV Volkswagen au même titre que le T-Cross et le T-Roc. D'ailleurs, la plateforme sur laquelle repose ce Taygo est commune au T-Cross et à l'Apollo. Déjà, ça c'est un premier point commun entre le T-Cross et le Volkswagen Taygo dont on parle aujourd'hui. Et le T-Cross et ce Taygo ont un deuxième point commun qui est quand même le design de la partie avant. Effectivement, on peut voir que la partie avant de ce Taygo est quand même très ressemblante à celle du T-Cross. Donc finalement, la différence entre le T-Cross et le Taygo se situe principalement sur la partie arrière. Donc ça à se demander si finalement ce Taygo n'est pas un T-Cross coupé. Alors c'est pas vraiment le cas, puisque quand même il y a pas mal de différences en termes de taille déjà avec le T-Cross et le Taygo. En fait, le Taygo est plus grand non seulement que le T-Cross, mais également plus grand que le T-Roc. Ce qui fait que ce Taygo n'est pas vraiment comparable au T-Cross. C'est pas seulement un T-Cross coupé, c'est plus que ça. Donc pour ce qui est de la partie avant, comme je viens de le dire, ça ressemble beaucoup au T-Cross. On a une calandre en nid d'abeille avec le logo Volkswagen au centre. Ensuite, on a de part et d'autre du logo une bande de feux diurnes qui vient rejoindre les optiques principaux. Donc ça ajoute forcément un petit élément de style, d'autant plus que on le retrouve également à l'arrière. Et donc ensuite, forcément, la signature lumineuse des optiques principaux prolonge celle qu'on a pu voir de part et d'autre du logo, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'on peut quand même émettre une petite réserve sur ces feux, c'est qu'il faut pas en abuser non plus, déjà d'une part, et puis ça remplace pas non plus un travail plus poussé sur le design du véhicule globalement. Et ensuite, ces feux à eux seuls ne suffisent pas à suffisamment, je pense, différencier le Taygo du T-Cross, puisque c'est une quand même des principales différences entre le T-Cross et le Taygo. Et ensuite, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, les importantes signatures lumineuses, les longs feux diurnes, etc. Cachent parfois une faiblesse sur le style et sur le design. Bon voilà pour cette petite parenthèse, on va donc passer au bouclier. Donc pour ce qui est des boucliers, c'est très basique, là franchement on peut pas faire plus simple. Malgré tout, il est bien mis en valeur par le liseré noir juste au-dessus, et liseré noir d'ailleurs qui encadre les feux anti-brouillard. Ça les met bien en valeur et ça rend cet avant un petit peu plus joli et un petit peu plus design. Alors on va donc passer à la partie arrière. Donc comme je le disais tout à l'heure, entre le Taygo et le T-Cross, les différences sont quand même principalement à l'arrière. Alors je sais pas si vous en souvenez, mais au début de la vidéo, j'ai dit que ce Taygo était en théorie un SUV coupé. Alors pourquoi en théorie? C'est vrai que c'est un SUV coupé, il n'y a pas de discussion là-dessus, et encore que. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vu de cet angle-là, ça saute pas forcément aux yeux. Autant sur le Renault Arkana, ça prête pas à discussion. On voit bien que c'est un SUV coupé, au même titre que pourrait l'être un GLC coupé, un X4, un X6. Mais pour ce Taygo, on voit bien que les proportions sont quand même assez différentes de celles qu'on retrouve sur le Arkana et des modèles que je viens de vous citer. Alors sinon, on a toujours la présence de sonars brillants sur pas mal d'éléments de carrosserie, sur notamment une partie du pare-choc, le bouclier, le liseré qui encadre le logo, et ensuite le petit béquet juste au-dessus de la vitre arrière. Ensuite, pour ce qui est des feux, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça reprend le même principe qu'à l'avant, c'est-à-dire que les deux optiques principaux ont leur propre signature lumineuse, et ils sont reliés par un liseré rouge, en l'occurrence sur cet arrière. Alors sur l'arrière, j'avoue que ça me dérange un petit peu moins qu'à l'avant, même si c'est un petit peu la même chose qu'à l'avant. Je pense que ce liseré rouge ne remplace pas un travail plus poussé sur le design. Autrement dit, on peut pas se contenter de mettre un liseré rouge pour rendre cet arrière plus ou moins bien dessiné. Et je vais finir par un petit mot sur les fausses sorties d'échappement. Alors parfois, c'est vrai que c'est assez réaliste, on s'y croirait presque. Autant là, vraiment, Volkswagen n'a pas fait d'effort. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais on voit bien que c'est pas des vraies sorties d'échappement. C'est pas du tout réaliste, à cause de la petite barre en chrome qui sépare en deux la fausse sortie d'échappement. Alors je vois pas tellement l'intérêt, je pense que ça aurait été mieux sans, puisque ça aurait quand même déjà plus ressemblé à des fausses sorties d'échappement. Malgré tout, je trouve que le design de ce Taygo est quand même plutôt réussi, ça fait petit SUV coupé, c'est assez original, c'est assez sympa.
Et ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, bon bah c'est Volkswagen, hein, donc franchement c'est bien présenté, les matériaux sont de qualité, on le vérifiera tout à l'heure, mais je pense que ce Taigo dispose de toutes les technologies modernes qu'on peut attendre sur ce genre de véhicule. Donc voilà, c'est un intérieur qui est quand même assez moderne, on le voit notamment sur le volant, sur la console centrale, sur l'écran, etc. Donc c'est un intérieur finalement bien présenté et moderne. Bon, malgré tout, le plastique de la partie inférieure de la planche de bord, visuellement, semble pas de grande qualité, ça semble être un plastique dur assez brut, donc ça visuellement déjà ça fait pas un très bel effet je trouve. Après c'est peut-être pas forcément le cas, mais juste visuellement c'est pas ce qu'il y a de plus beau je trouve. Bon après sur la partie supérieure de la planche de bord, je pense qu'il y a pas grand chose à dire, hein. Ça semble être de bonne qualité, c'est bien présenté, c'est bien assemblé je pense, hein. Et c'est moderne. Et ensuite, dernière petite remarque, je pense que le levier de la boîte de vitesse automatique aurait mérité peut-être d'être un peu plus petit et un petit peu moins imposant. Mais à part ça, je trouve l'intérieur quand même plutôt pas mal, dans l'air du temps on va dire, c'est pareil pour l'extérieur. Donc voilà, ce Taigo finalement est dans l'air du temps, et le design extérieur je pense correspond quand même pas mal à la demande actuelle en termes de design. On va passer aux caractéristiques techniques et aux motorisations, aux finitions, etc. Donc ce Taigo a une longueur de 4,26 m, ce qui en fait quand même un petit SUV. Ça fait la taille d'une petite compacte, hein, vraiment, oui, une compacte pas très grande. On a une hauteur de 1,49 m, ce qui est pas forcément très grand pour un SUV, sachant que c'est des véhicules qui généralement sont assez haut perchés. Et là d'ailleurs étonnamment, je trouve le coffre d'une taille vraiment très correcte. On peut le voir sur cette petite animation, donc là c'est le coffre tel qu'il est tous les jours, et là c'est le coffre une fois la banquette rabattue. Et dans les deux cas franchement je trouve que le volume est très correct pour un véhicule de 4,26 m. Alors on va passer un petit peu sur les finitions et donc les équipements en fait. Donc pour ce qui est des finitions, on a 4 finitions. Taigo, donc le Taigo normal en fait, basique. Ensuite on a Life, Style et enfin Airline. De série on en a quand même un équipement assez correct, à savoir les projecteurs LED, le digital cockpit de 8 pouces, donc les compteurs en fait, la climatisation et l'airbag central. Donc c'est quand même assez correct. Et donc on peut bien sûr avoir en plus un accoudeur central, un volant multifonction en cuir, des jantes de 16 pouces, donc ce qui fait pas des jantes non plus énormes, hein, un tour ouvrant panoramique, une climatisation automatique, mais également sur les définitions les plus élevées on peut aussi avoir donc des meilleurs feux à LED, un système d'infodivertissement Ready to Discover de 8 pouces. On a aussi le Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces, c'est-à-dire 2,25 pouces de plus que celui de série en fait. On va passer à présent aux motorisations. On a déjà seulement 3 essences, hein, donc l'offre est quand même particulièrement réduite, d'autant plus que les puissances sont elles aussi assez proches pour les deux plus petites motorisations, et pour la plus grosse motorisation on n'est pas non plus sur quelque chose d'exceptionnel, hein. Alors pour le moment, pas d'électrification, pas d'hybridation, etc. Bon alors c'est vraiment pas moi qui vais m'en plaindre, hein. Je préfère déjà toujours avoir que 3 essences plutôt que 2 essences et un hybride ou un électrique. Malgré tout, sur les 3 motorisations, on peut déjà compter 2 3 cylindres. Donc l'architecture même des moteurs fait que ce sont des moteurs assez petits finalement. Donc on a un 1 litre TSI de 95 chevaux, donc un 3 cylindres, 1 litre, 95 chevaux, avec boîte manuelle 5 vitesses obligatoire. Ce qui est finalement pas fou non plus, puisque on aurait évidemment préféré une boîte manuelle à 6 vitesses. Je sais pas pour quelle raison c'est une boîte manuelle 5 vitesses, mais bon, en tout cas c'est 5 vitesses et pas 6. Juste au-dessus on a le 1 litre TSI 110 chevaux, donc c'est-à-dire le même moteur mais avec 110 chevaux. Et là par contre la différence c'est qu'on a une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte DSG7 donc à 7 rapports. Alors ce que je comprends pas c'est qu'en fait la boîte manuelle à 6 vitesses est disponible avec le 1 litre TSI 110 et pas avec le 1 litre TSI 95. En fait je comprends pas l'intérêt de proposer une boîte manuelle à 5 vitesses sachant qu'il y a une boîte manuelle à 6 vitesses dans la gamme et qu'il pourrait techniquement tout à fait la proposer sur le 1 litre TSI 95. Au sommet de la gamme, comme c'est marqué sur ce site, donc ça me fait assez rire puisque c'est assez relatif quand même, on a un 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Donc déjà on a le droit aux 4 cylindres, c'est toujours mieux que 3 cylindres. Malgré tout on reste sur une cylindrée quand même assez faible, 1,5 litre. Donc évidemment cet 1,5 litre TSI c'est un moteur essence avec un turbo, tout comme les 1 litre TSI. Donc comme je l'ai dit cette fois, on a 150 chevaux, ce qui est certes une puissance correcte. Malgré tout, ça reste un moteur petit en fait, hein. Même si la puissance est correcte, le moteur lui reste petit. Ça change pas malheureusement. Même si le moteur fait 200 chevaux, ça restera un petit moteur quand même.
Alors on peut peut-être dire un petit mot pour finir sur les prix. Donc les prix en France n'ont pas été vraiment officialisés. Malgré tout, on sait qu'en Allemagne, les prix ont débuté en dessous de 20 000 euros, ce qui franchement est un prix correct, je pense. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi également proposer un modèle dans les commentaires sur lequel vous voudriez qu'on réagisse. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine vidéo. Volkswagen.